Bonjour, on est le 31 juillet 2018. Il fait une canicule énorme à l'extérieur. D'ailleurs, quand on ne fait sortir que sortir, ben, on étouffe. Euh, enfin, faut savoir accepter, je veux dire, la météo telle qu'elle est et se mettre à l'abri, je veux dire, du mauvais temps. Bon, après avoir vu, je veux dire, certaines choses concernant le CTI, concernant ma dernière vidéo, ici, je vais toujours parler du CTI, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Le CTI qui est un centre de traitement de l'information, bien sûr, un centre de traitement de l'information. Ben, je vais en voir les fonctions du CTI. Donc, ça va être un petit peu de vocabulaire un petit peu rébarbatif concernant les hiérarchies et les rôles qu'occupent certaines personnes, je veux dire, dans cette hiérarchie et surtout les organes hiérarchiques euh, fonctionnels. Voilà, les organes hiérarchiques fonctionnels. Bon, vous allez me dire, le CTI, centre de traitement de l'information, ben, ça dépend. Est-ce que c'est un petit centre de traitement, un grand centre de traitement de l'information, un centre moyen de traitement de l'information? Ça dépend de l'organisation propre de chacun des CTI. CTI. Bien sûr, quand on commence un CTI, généralement, on commence petit pour évoluer vers une grandeur moyenne. Et puis, bon, si on peut encore augmenter sa taille de son centre de traitement de l'information, ben, il peut atteindre des sommets euh, très évolués. Des sommets très évolués, comme on a vu l'existence de certaines startups qui ont commencé petites pour, je veux dire, arriver à des sommets euh, qui n'auguraient pas au départ arriver à ce stade-là. Voilà, ils ont commencé, nous avons des startups, et ils ont cartonné, je veux dire, dans leur centre de traitement de l'information. Alors certains ont commencé petits et sont devenus directeurs, président directeur général, alors qu'ils avaient commencé en tant que programmeurs, puisque en tant que start-up, ils se sont mis à 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes, enfin, très peu de personnes, pour fatalement embaucher du personnel et faire en sorte que ces personnes-là n'étaient plus programmeurs, mais devenaient des managers, super PDG, je veux dire, de leur propre entreprise. Donc en fait, une organisation de CTI, en fait, est liée, bien sûr, vous l'aurez compris, à l'historique de la création de l'entreprise. Donc de l'entreprise qui est ici, bien sûr, un centre de traitement de l'information. Et je dirais aussi qu'elle est liée à l'activité de l'entreprise. Alors, ici, je vais parler donc des fonctions dans un CTI. On peut se dire que certaines fonctions sont, dans certains cas, inexistantes. Vous n'allez pas trouver toutes les fonctions que vous trouvez dans tous les CTI. Il y a des fonctions bon, qui vont se réduire à presque rien, parce que c'est un petit centre de traitement de l'information. Par contre, il y a des moyens centres de traitement de l'information, ils n'ont pas besoin de toutes les fonctions organiques nécessaires euh, qu'on retrouve dans une grande entreprise de centre de traitement de l'information. Vous voyez, qu'on ait un petit, moyen ou grand centre de traitement de l'information, les fonctions, je veux dire, on ne les retrouve pas toujours, je veux dire, euh, tout le temps, dans chaque centre de traitement dans chaque centre de traitement de l'information, on ne les trouve pas tout le temps, je veux dire, dans chaque centre de traitement de l'information. Mais on peut avoir par exemple, si je prends une entreprise qui va coder un processus, enfin qui va coder, je veux dire, un algorithme, un petit algorithme, donc il va, le programme, il y a un programmeur unique, hein, il est tout seul, là il va écrire un programme, euh, bon, il peut a fortiori développer un gros logiciel, pourquoi pas, pourquoi pas. Bon, maintenant il va essayer de s'entourer, hein. Si c'est un gros logiciel, il va essayer de s'entourer de personnes, il sera peut-être tout seul, mais là, si c'est un gros logiciel, il risque de passer énormément de temps, et comme je vous ai dit, le temps c'est de l'argent au niveau voilà, du marché. Et de toute façon, qu'on soit une personne, deux personnes, trois personnes, 10 personnes ou des milliers de personnes au sein d'une entreprise,
hein, parce que vous avez connu par exemple IBM, hein, IBM, bon, c'était des milliers de personnes, hein. D'ailleurs, ils ont fait chaque fois des restructurations, ils diminuaient le schéma organique et chaque fois ils diminuaient le nombre de personnel. Voilà, voilà, comment peut-on diminuer le nombre de personnel? Bon, ça je vous fais pas dire. Il y a plusieurs manières de faire. Soit on met à la retraite anticipée pour certaines personnes. Je veux dire, d'autres, on va essayer de créer, telles que certaines entreprises, il y a eu en France. D'ailleurs, il y a un procès qui a été établi sur une manière euh, de faire en sorte une technique de, comment est-ce qu'on appelle ça, d'harcèlement qui fait en sorte que bon, les gens finissent par être à bout et finissent par d'eux-mêmes rendre leur tablier. Pourquoi? Parce que je veux dire, c'est une technique managériale pour mettre des personnes, je veux dire, en dehors de la société. Mais là, on n'est pas le sujet. Euh, Ce que je voulais vous dire, c'est que bon, il y a des petites sociétés bon, qui peuvent développer un petit programme ou un petit logiciel, un moyen logiciel, un gros logiciel, ça dépend, hein, le nombre de personnes qu'il va y avoir pour la démarche entreprise euh, pour créer ce programme. Voilà. Il peut y avoir plusieurs personnes ou d'énormes personnes. Et que parfois, avec les années, comme je vous ai dit, il y a des restructurations. Et à la place d'augmenter le nombre de personnel, bon, on le réduit. On le réduit. Mais ça, bon, ça arrive. Une entreprise, elle, sa vie. Une entreprise, sa vie. Hein. Une entreprise, bon, elle naît comme un enfant naît, bon, il s'accroît, et puis après il y a la phase de vieillesse, et il faut tenir compte de cette phase de vieillesse. Et si vous n'êtes pas apte je veux dire, à concurrencer le marché, mais dans le marché, il y a des autres entreprises qui peuvent être plus concurrentielles et vous faire tomber. Voilà, pour une autre raison. Bon, comme j'avais expliqué, bon, si je prends quelques petits programmeurs, ben, on peut diviser, je veux dire, en plusieurs phases successives, donc la réalisation, enfin la conception, l'élaboration du programme. Et alors vous devrez toujours vous mettre à l'esprit qu'il y aura toujours un établissement de cahier des charges, comme je l'ai stipulé, spécifié dans une vidéo précédente, c'était la vidéo précédente sur le CTI. J'avais expliqué avec le bureau d'études, j'avais très bien expliqué le bureau d'études, je veux dire, son organisation, ses tâches qu'elle devait réaliser, son organisation organique fonctionnelle. Ouais, tout ça, j'avais expliqué dans une vidéo précédente qui mérite d'être vu avant de visionner cette vidéo-ci. Bon, bien sûr, il y a la conception du programme, si c'est un algorithme ou des algorithmes, il y a la conception de l'algorithme après la phase d'étude du cahier des charges. Bien sûr, il y a l'implémentation. Et comme j'avais expliqué, tout ça, j'avais expliqué tout ça. Il y a l'implémentation in situ sur site, par des programmeurs aussi chevronnés qui vont aller installer, je veux dire, les programmes et voir faire sur site, voir si ils sont fonctionnels. S'ils sont fonctionnels, s'ils répondent bien aux besoins du client. Et donc, euh, ben, il y a une phase d'implémentation, de codage. Et bien sûr, après, il y a les tests et l'installation. Et bien sûr, comme j'ai expliqué, l'exploitation du programme et la maintenance avec des mises à jour. Voilà, tout ça, j'avais expliqué. Bon, mais ça, c'est pour un petit programme. Maintenant, quand on est pour un petit centre de traitement de l'information contenant peut-être une ou deux, trois, quatre, cinq personnes maintenant, voyons voir le schéma organique euh, pour des fonctions dans un centre de traitement de l'information où on retrouve plusieurs organes fonctionnels et donc plusieurs fonctions et donc plusieurs individus qui vont, on va dire, euh, individus qui vont réaliser des tâches au sein même de l'entreprise de traitement de l'information. Bon, comme je vous ai expliqué, ce que je voulais, mon message, c'est que parfois un même individu peut exercer plusieurs fonctions. Hein. C'est pour ça que je vous ai décortiqué qu'il y avait l'établissement des cahiers des charges vers le bureau d'études, etc., la conception de l'algorithme, mais tout peut être fait par une seule personne si l'algorithme est petit. C'est ça que je vais expliquer. Voilà. En gros, je me suis un petit peu étalé pour expliquer beaucoup de choses, mais je veux dire, ce que je veux dire, c'est qu'une personne peut faire quasiment euh, pas mal de choses. Donc, elle prend on va dire le costume de plusieurs individus qui pourraient être, je veux dire, des individus qui auraient leur rôle simple. On demande à dans certaines entreprises de traitement de l'information un rôle simpliste, hein,
hein, et on demande d'être efficace dans ce rôle simpliste. Voilà, on ne demande pas plusieurs rôles, mais un seul rôle qui est simple, hein. Euh, Contrairement à une entreprise où il n'y aurait qu'un seul individu, où là, il prend un costume d'un individu qui va rejouer plusieurs rôles qui ne sont plus des rôles simplistes. Parce que lui-même, s'il est tout seul, voire deux, hein, ben, ils doivent tous les deux établir le cahier des charges, concevoir le ou les algorithmes ou le programme, implémenter le programme, tester tester, faire des tests et l'installation du programme, ainsi que l'exploitation et la maintenance. Tout ça sous un seul, pour deux bonhommes. Alors que généralement dans les CTI, non, chacun a son rôle spécifique, des rôles simples, mais ils doivent le faire de manière la plus rentable possible, euh, euh, la plus efficace possible. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans un centre de traitement d'information euh, euh, organique, à fonction organique étendue? Ben, on retrouve la direction. Comme dans toute entreprise, il y a la direction. La direction euh, qui a un rôle bien spécifique de concocter, je dirais, d'élaborer une certaine politique informatique avec l'aide, bien sûr, du chef d'études. Voilà, ça c'est la direction, le rôle de la direction. On va dire c'est, bien sûr, il n'élabore pas que la politique de l'informatique, mais aussi communique. Il la communique, il la concocte, élaborée, elle l'élabore et elle la communique, bien sûr, cette politique informatique, euh, qui est bien sûr une politique informatique euh, étudiée, étudiée à la base, avec une certaine vision à moyen, à court, moyen et long terme. Voilà, donc c'est une politique informatique qui peut être, je veux dire, euh, modifiable, hein, modifiable sur tout son cours, mais le rôle de la direction, c'est de faire suivre cette politique informatique qui a été concoctée à la base par la direction. Bon, même si elle va changer un tout petit peu, cette politique informatique, mais je veux dire, au moins qu'elle soit communiquée et que tout le monde le sache. Il y a eu des changements, je veux dire, de facto qui ont dû être subis voilà, voilà, qui ont dû être subis. Et donc il faut communiquer ces changements. Bien, il peut y avoir des changements, pourquoi pas, sur le long terme, le court terme ou le moyen terme. Bon, la direction n'a pas que ce rôle, bien sûr, d'élaborer la politique informatique, mais cette direction, on va dire, va permettre de mettre à jour donc le plan de développement de l'informatique. Donc la mise à jour du plan de développement de l'informatique, celle qui va assurer ce rôle qui lui est dû, qui lui est propre. Je dirais aussi que la direction a un autre rôle qui est, on va dire, euh, au sein de l'entreprise du centre de traitement de l'information, c'est, on va dire, euh, d'assurer sur le long terme la promotion de l'informatique. En fait, c'est d'avoir, comment est-ce qu'on appelle ça, euh, je retrouve pas le mot. Assurer la promotion de l'informatique, c'est créer, c'est comme, on va dire, c'est comme on dirait, créer une façon d'être, façonner une personne sur une manière d'être informatique. C'est de façonner l'être à l'esprit informatique. Les êtres à l'esprit informatique, c'est de façonner euh, les individus, le personnel, à, à, à tout ce qui touche l'informatique. D'autres, qu'ils soient en contact avec l'informatique, les nouveautés, les, les nouveautés qui ont été trouvées au travers de la recherche et du développement, hein, que le personnel soit façonné de manière à être un individu
façonnée à la manière informatique. On va dire ça comme ça parce que je ne retrouve plus le mot, hein. Je retrouve le mot, donc je dois tourner autour du pot pour je veux dire, retrouver le mot, mais je ne le retrouve plus. C'est la culture, voilà, culture, avoir une culture d'entreprise, c'est ça que j'ai cherché. Avoir une culture d'entreprise informatique, voilà. Donc, et c'est pour ça qu'on assure cette promotion de l'informatique dans l'entreprise, c'est pour avoir la culture, la culture d'entreprise, mais ici, pas n'importe laquelle, puisque c'est une entreprise informatique, donc c'est la culture informatique. Bon, vous comprenez que un des principaux rôles que les gens reconnaissent à la direction, bien sûr, c'est de superviser le personnel, ça d'office, hein, de faire superviser le personnel et leurs activités. C'est-à-dire, mais quand je dis le personnel, ils sont, on va dire, comme c'est une hiérarchie organique, c'est de superviser, c'est, on va dire, plus les activités des différents départements, plus que le personnel. Voilà. Hein, on va se dire ce département-là réussit, ça va, au travers de son chef de département. Ce département-ci réussit un peu moins. Qu'est-ce qu'il faut corriger pour que ça aille un peu plus? Est-ce qu'il n'y a pas de changement de personnel à faire, de faire de nouvelles formations à faire? Je sais pas, c'est prendre des bonnes décisions pour que, je veux dire, les départements fonctionnent, tournent avec on va dire, la meilleure efficacité possible. Le tout, c'est que on est des informaticiens compétents, des gens compétents, pas que des informaticiens, pas des analystes, etc., etc. Enfin, voilà, des programmeurs. Ça, je verrai après les personnels. Hein. Le personnel, je verrai le programmeur, les analystes, les chefs d'études, tralali, tralala. Il y a toute une panoplie de personnes. Voilà. Mais comment faut-il la direction aura pour rôle, je veux dire, de superviser, de se poser les bonnes questions, de savoir comment peut-on orienter les choses pour que le personnel, en général, fasse leur travail la meilleure possible. Alors bon, il existe bien sûr des espèces de tests, des diagnostics, hein, des diagnostics qui fait que on va essayer de créer bien sûr de documents reliés à la qualité, aux qualités, hein, à la qualité, qui va rendre en compte la direction des changements à, improviser pour faire en sorte que le personnel travaille de lire de la meilleure manière possible et surtout qu'elles se sentent bien dans leur milieu, qui est le milieu de l'informatique. Euh, et, dans, et qui, en fait, que quand qu'ils puissent répondre, que le personnel puisse répondre à, à, au projet. Bien sûr, les projets, on va pas demander à des gens qui viennent rentrer dans l'entreprise à répondre tout de suite à un projet, hein, un gros projet. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de faire en sorte que, bon, on va tester la personne sur des petits projets, on va lui donner des petits projets. À partir de là, on peut voir comment elle évolue, et puis on peut lui donner des projets plus conséquents. Voilà. Et puis après, si elle répond à ces projets plus conséquents, ben, elle remonte d'un cran. Voilà, elle peut monter jusqu'à atteindre le niveau managérial et elle-même devenir manager de ceux qui sont, on va dire, subordonnés à cette personne. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, là, c'est la direction. Ça, c'est l'organe de direction, ma fonction de direction. Bien sûr, c'est des gens très, très bien payés, ça, d'office. Hein. Ça, bon, généralement, la direction, tous les personnels de direction sont des gens qui, je veux dire, qui sont dire, ont un rôle de responsabilité très accru et donc fatalement sont payés en conséquence en fonction de leurs responsabilités qui leur sont dédiées. Voilà. Bon, maintenant je vais voir un second département que j'avais déjà vu auparavant, qui est le secrétariat. Le secrétariat composé de secrétaires, hein, secrétariat pas n'importe lequel, hein, c'est un secrétariat informatique. Hein. Voilà, secrétaire composé de secrétaires. Bon. Et là, vous comprendrez que, comme dans tout secrétariat, c'est la fonction d'administration du personnel. Ici, on a aussi la dactylographie, voilà, de la rédaction. Voilà, on peut avoir quoi? Le courrier, la gestion de courrier, hein, expédition, réception, expédition de courrier. Voilà, c'est tout ce qu'on retrouve dans un secrétariat normal. En fait, c'est tout ce qui est intrant et sortant.
et sortant. Et sortant, hein. Et là, c'est l'administratif qui s'occupe de ça. C'est on va dire l'organe administratif, on va dire le secrétariat informatique qui va s'occuper de tous ces intrants et de tous ces sortants. Voilà. Donc tout ce qui est courrier, tout ce qui est email, mail électronique, hein, mail électronique, parce que maintenant c'est beaucoup, le courrier c'est beaucoup des courriers électroniques maintenant, quoique il reste toujours du courrier, euh, voilà, de courrier normal, hein, c'est-à-dire écrit manuellement. Écrit, oui, manuellement, il y en a qui écrivent à la main. Ben, écrit par informatique, voilà, par courrier dactylographié. Voilà. Maintenant, euh, il peut y avoir toutes sortes de types de courriers, ça vous comprendrez. Hein, quand la poste arrive, elle ramène du courrier. Ça peut être aussi des. Il n'y a pas que des enveloppes, hein, pour avoir des caisses, des caisses avec voilà, des objets qui ont été commandés, par exemple, des petites pièces qui ont été commandées. Voilà, qui viennent par exemple par unité. Par unité, voilà, ça vous pouvez. Voilà. Alors, bien sûr, ici, vous aurez la centralisation de tout ce qui est commande, la centralisation des commandes, voilà, et tout ce qui est, bien sûr, la distribution des fournitures. Voilà. Au personnel, bien sûr, au personnel, qu'est-ce qu'il te faut? Toi, qu'est-ce qu'il te faut? Bon, des bics, des crayons, de des papiers, de la paperasserie. Voilà. En fait, eux, ils gèrent tout ce qui est paperasserie, voilà. Bien sûr, au travers de l'outil informatique, bien sûr. Hein, parce que paperasserie, c'est quand on a sorti sur imprimante. Hein. Voilà, on a sorti sur imprimante, là, on a tout sur papier, sur imprimante, parce qu'au départ, tout est encodé via des bases de données. Et on peut aller extraire, je veux dire, les devis, les commandes, voilà, les fournisseurs, etc., au travers, bien sûr, de bases de données relationnelles que l'entreprise aurait soit concoctées à son propre, pour son propre compte ou aurait acheté déjà ce programme pour l'utiliser pour l'entreprise informatique. Pourquoi pas? Voilà. Parce qu'une autre entreprise informatique peut travailler pour une entreprise informatique, pourquoi pas? Il peut y avoir des relations entre entreprises informatiques. C'est pas parce qu'on a une entreprise informatique qu'on fait tout soi-même, c'est pas vrai. Hein, parce que parfois on peut faire ce qu'on appelle de la sous-traitance. Sous-traitance, c'est-à-dire bien qu'on fasse une activité, on a une activité, ben, on peut euh, certaines petites activités, ben, euh, en fait en faire la demande pour que un sous-traitant puisse travailler pour l'entreprise elle-même. Donc c'est un lien, on va tisser un lien de sous-traitance et on ne sera pas seul. Voilà, le monde de l'entreprise, il n'est pas tout seul. Il est souvent entouré, je dirais même beaucoup entouré. Entouré généralement, par exemple, vous pouvez sous-traiter via un comptable une société de comptabilité extérieure, vous pouvez sous-traiter par rapport à un cabinet d'avocats extérieur, vous pouvez sous-traiter par rapport beaucoup de choses. Hein. Beaucoup de choses peuvent tourner autour de l'entreprise. Voilà. Une société de nettoyage, vous pouvez sous-traiter bien une société de nettoyage, etc., etc. Donc vous voyez on peut sous-traiter tout et n'importe quoi et qui peut tourner bien sûr. Tout ça constitue des charges, il faut faire attention. Hein, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, il ne faut pas qu'il y ait un dépassement de seuil de charge qui fera en sorte que bon, vous aurez trop de charges par rapport à vos. Voilà, il ne faut pas que les charges deviennent supérieures au comment on appelle ça, aux produits. En comptabilité, voilà. Si les charges sont supérieures aux produits, là, ça sent mauvais pour la société. Hein. Il faut que les charges soient bien sûr inférieures, et je dirais nettement inférieures aux produits. Là, ça arrange toute entreprise. Voilà, donc en fait, le secrétariat informatique, c'est là où vous trouverez bien sûr tout ce qui est téléphonie. Hein. Maintenant, il y en a qui ont des GSM, mais généralement, on passe par la téléphonie pour enregistrer, je veux dire, les appels téléphoniques et résoudre un quelconque problème qui serait un nouveau type de problème. Voilà. Et comment faire en sorte, en gestion de qualité, que ce problème-là n'intervienne plus. Alors on enregistre tous les appels, et voilà, donc on ne prend pas un GSM. Hein. Voilà, voilà. L'entreprise peut donner des GSM. Voilà, voilà. Bon, est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Ça, je vous laisse
je vous laisse entrevoir la chose quand une entreprise donne un GSM à quelqu'un, ben, là n'est pas la question. En tout cas, bon, on utilise plus le téléphone de l'entreprise. Comme ça, tous les appels se font, passent par l'entreprise et en fait, on a une certaine vision des choses qui restent au sein de l'entreprise et qui n'est pas, je veux dire, dans un GSM de quelqu'un et s'il viendra avoir un malaise ou quelque chose comme ça, mais qu'on n'ait pas de contenu d'un appel d'un client, par exemple. Voilà. De toute façon, ça ne se fait pas voilà, de prendre son GSM et de commencer à communiquer avec, je veux dire, pour les besoins de l'entreprise. Bon, bien qu'il y a des entreprises qui ont certaines libertés, qui vous donnent un GSM d'entreprise. Voilà, et là, bon, là, ça reste comme malgré tout. Quand je vous dis, ouais, est-ce qu'il y a des bienfaits là-dessus? Moi, je vous dirais, méfiez-vous parce que bon, il y a, les seuls bienfaits, c'est ceux qui sont reliés à l'entreprise. Voilà. C'est-à-dire que vous êtes quand même, le GSM qu'on vous donne, c'est relié à l'entreprise. Donc ça appartient à l'entreprise et je veux dire, avec ces services qui sont derrière. Donc pensez-y, ça veut dire tout ce que ça veut dire. Je vais parler au-delà de ça. Donc ça veut dire que si vous faites tout ce que, euh, tout ce que vous devrez faire avec ça, c'est tout simplement je veux dire, c'est ce qui va concerner le travail de l'entreprise. Et rien, normalement, rien d'autre, hein. Vous pouvez pas commencer à appeler vos amis avec, ou ouais, bien qu'il y en a qui laissent une certaine marge de liberté, mais là, à ce moment-là, la vie privée, elle n'est plus, je veux dire, respectée, parce que je veux dire, bon, probablement tout serait enregistré. Enfin, bah, ça c'est une autre chose. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le département études. Ça, c'est pour le secrétariat informatique. Quand il y en a qui tombe malade, ben, fatalement, on va l'appeler, ou s'il y a quelque chose dans la famille, on vient l'appeler il y a un coup de fil, ben, ça passe par le secrétariat. Tout va passer par le secrétariat, puis on va chercher la personne, c'est-à-dire la personne pour laquelle on a appelé au sein de l'entreprise, elle vient au téléphone répondre, et là, tout va se passer au secrétariat. Donc le secrétariat, en fait, le secrétariat a, je veux dire, une multitude je veux dire, de tâches qu'on peut énumérer avec abondance. On peut énumérer avec abondance les multiples tâches que l'on peut retrouver dans un secrétariat, mais je vous ai énuméré les quelques plus importantes qu'on pouvait retrouver dans un secrétariat, et donc fatalement dans un secrétariat informatique. Alors, il y a un département que j'ai naturellement bien explicité dans une vidéo précédente, c'est le département d'études. Là, ça avait très bien été, je veux dire, explicité, puisque ça a été fait de long en large, puisque la vidéo a duré presque 1h20 et quasiment presque en tout et pour tout pour ce département études. Et là, moi, je vais tout simplement, comment dire, résumer ce que j'avais expliqué auparavant. Voilà. Parce qu'en fait, tout avait été a été fait correctement dans une vidéo précédente et tout avait été bien élaboré, explicité, je veux dire, j'avais mentionné pas mal de choses et donc maintenant, je vais juste répéter un petit peu ce qui avait été vu en résumant ce qui avait été vu, je veux dire, dans une précédente vidéo concernant le département d'études. Sachez que je n'ai pas vu que le département d'études dans la précédente vidéo, parce que concernant la CTI, j'avais vu plusieurs départements, et notamment le département d'études que j'avais bien, comment on appelle ça, expliqué. Bon, en gros, si pour résumer, on va dire que il reçoit les informations du plan. Euh, Bien sûr, il étudie, comme je vous ai expliqué, les applications du plan, et il prépare le dossier euh, pour les programmeurs. Bon, donc en fait, c'est une étude complexe qui est faite à la base avant d'arriver, je veux dire, dans les mains des programmeurs en général. Voilà. Et sa mission, enfin, quand je dis sa mission, c'est la mission du département d'études, hein, donc la mission de ce département, et donc de trois, donc si je peux distinguer en catégories, et donc en trois catégories fonctionnelles. Bon. Bien sûr, quand je dis fonctionnel, on va utiliser des verbes d'action, et je dirais que bon, un des premiers verbes d'action, c'est euh, la, participer. Voilà, c'est participer. Ou le nom que je peux concocter
par rapport au verbe participer, c'est une participation. Bon, donc il participe à quoi ce département-là? Ben, vous comprendrez qu'il participe directement, ou parfois, ou même en partie, non, je dirais même tout court, directement. Il participe directement à la conception d'un système informatisé, bien sûr, adapté bien sûr aux besoins voulus par les utilisateurs. Euh, voilà, on crée là un système un système d'information, on va le concocter, on va l'étudier, on va le mettre, je veux dire, voilà, avant de réaliser quelque chose, bien sûr, il faut le penser. On pense à quelque chose, l'être humain, il est doué d'un esprit où il peut, je veux dire, où il est doué d'une certaine créativité, hein. Et cette créativité, il est doué de beaucoup de choses, hein, spiritualité, créativité, tralali, tralala. Bon, le but, c'est pas de voir de quoi il est doué l'être humain, mais on sait bien qu'il est doué d'une certaine créativité, et que la créativité, il faut d'abord le penser, et puis le dessiner, savoir le formuler, et puis après le réaliser. Généralement, on utilise des dessins pour, ou quand on est en informatique, bien sûr, on utilise des logigrammes, voilà, des dessins tout faits pour concocter, je veux dire, l'analyse euh, de ce qu'il faut faire. Voilà. Donc, bien sûr, c'est via des organigrammes, des logigrammes, etc. Voilà. Il y a beaucoup de dessins possibles et imaginables pour pouvoir élaborer un plan informatique. Voilà. Voilà. Donc, ici, c'est pas du dessin. On fait pas du dessin de pièces mécaniques. Ça n'a rien à voir, hein. Ouais, bien que quand il faut penser à dessiner, à créer une pièce informatique, mécanique, quand il faut penser à créer une pièce mécanique, mais on la pense, on la dessine sur papier, on fait des dessins en plusieurs vues, hein, pourquoi pas, avec toutes les codes possibles et imaginables. Et puis après, on se pose des questions, certaines questions, quelle matière elle sera, est-ce que c'est possible, est-ce que cette pièce-là sera résistante, tralali, tralala. Il y a toute une panoplie de sous-questions au niveau de la création, c'est ce j'appelle la formulation de la pièce. Et après, quand on a tous les détails, on a pensé tout ça c'est de la pensée, parce que c'est du questionnement, de la pensée, du dessin. Eh bien, ça c'est, en fait, c'est, euh, euh, voilà, provenant de l'esprit. Et puis, la réalisation, fatalement, c'est du manuel, hein. Voilà, via euh, euh, des machines, mais on réalisera la pièce qui a été pensée, qui a été dessinée, qui a été formulée dans son aspect matière, dans son aspect résistance, voilà, dans son aspect couleur, etc. Voilà, ça c'est la formulation, j'appelle ça la formulation. Puis après, il y a la phase de réalisation. Voilà. Et en fait, bon, quand je dis dessin, on n'est pas en mécanique ici, puisque j'explique à CTI, centre de traitement de l'information, c'est du dessin sous forme, bien sûr, bien sûr, sous forme de logigramme et euh, logigramme et euh, voilà, des diagrammes, des logigrammes, etc., etc. Voilà, et qui font qu'on a un dessin qui va expliciter, je veux dire, euh, la phase d'étude, enfin, qui va, on va dire, mentionner sur du papier, bien sûr, ou bien sûr à travers le support informatique, mais sorti sur imprimante, on l'a sur papier, euh, qui va mentionner la structure détaillée du planning, enfin de la structure détaillée euh, euh, de la phase d'étude, et du montage du dossier euh, et du plan réalisé. Bien sûr, quand on parle de tout ça, bien sûr, il y a un planning derrière tout ça, hein. On ne fait pas ça en 5 mois, 6 mois, 7 mois, ou comme on veut. Non, mais bien sûr, il y a une planification qui fait que ouais, ça doit être réalisé pour telle date, ça peut réaliser pour telle date, et on sait bien qu'on aura à telle date terminé le projet. Bon, ça, c'est d'office. Les projets, bien sûr, ils s'étudient via des dates, hein. Ça,
Commence pas à faire un projet, dans 20 ans on est encore dans ce projet-là, les gens ils vont commencer à se dire bon, vous servez à quoi? Vous servez à rien parce qu'en fait votre projet il prend jamais, il ne sera jamais terminé. Donc à un moment donné, les gens ils vont se lasser, ils vont se dire écoute, je suis client, les besoins des clients, c'est toujours, faut pas oublier, dans un marché, les besoins du client, c'est toujours pour hier. Il faut assouvir les besoins du client pour hier. Voilà, façon de parler, mais ça veut dire que bon, si vous commencez à faire une planification qui dépasse l'entendement, le client il ira voir ailleurs, hein, parce que vous n'êtes pas le seul sur le marché. Et c'est là qu'on voit, euh, hum, euh, bon, comment peut-on choisir un département, un CTI? Ben, il y a le coût, tout d'abord le coût. Est-ce que ça coûte cher ou pas? Bon, il n'y a pas que le coût. Un couple, on peut avoir un coût, choisir entre deux projets, entre deux sociétés de traitement de l'information. J'ai un coût 1, un coût 2, mais c'est pas, je ne vais pas forcément prendre le coût 1 qui est moins cher, hein, parce que si le coût 2 possède une meilleure qualité, un meilleur fini, et qui sont efficaces, une meilleure maintenance, service après-vente, etc., bon, qui ont toutes les qualités possibles et imaginables, malgré un coût qui est plus cher, ben, bon, quelqu'un qui est malin, il ira chez, c'est celui qui a le coût le plus cher, mais qui a tous les avantages, hein. Le moins cher n'est pas forcément, le coût n'est pas forcément, je veux dire, le seul atout, bien que beaucoup de gens regardent après le prix, bon, généralement, le prix, parfois, on peut être trompé par le prix, hein. On achète, ouais, bon, j'ai acheté ça moins cher. Ben ouais, ben, t'as acheté moins cher, mais fallait pas, parce qu'il il t'arrive il te fait qu'arriver des problèmes avec ce que t'as acheté à bas coût. Bon, si c'est d'ordre de 50, 100 euros, c'est pas un problème. Là, je joue avec des centres de traitement de l'information, c'est pas, ils jouent pas avec 50 euros, hein. Parce que si vous achetez quelque chose qui n'est pas de qualité à 50 euros, il viendrait à flancher. Bon, normalement, il y a comment, une garantie, mais si vous êtes hors garantie au bout de 2 ans, ben 50 euros déjà sur 2 ans, vous l'avez amorti, ça c'est déjà de un. Et de deux, je veux dire, vous perdez 50 euros alors quelque chose qui était de meilleure qualité, qui coûtait 100 euros, mais pouvait flancher dans les 2 ans. 2 ans qui venaient, ça d'office, hein. C'est pas parce qu'il est de meilleure qualité qu'il risque rien, hein. Donc, bon, mais si vous l'achetez 100 euros, il est de meilleure qualité, oui, mais bon, là c'est qu'une différence de 50 euros. On n'a que 50 euros de différence. Bon, là, que vous en preniez l'un ou l'autre, ça change rien. Parce que c'est 50 euros. S'il y en a un qui tombe en panne, mais vous achetez un autre voilà, mais si un projet coûte énormément cher, je sais pas moi, 50 millions d'euros, là, et il y en a un qui coûte 70 millions d'euros, là, on a un écart qui n'est plus de 50 euros, hein. Ouais, voilà, un projet de 50 millions d'euros et l'autre, il coûte 70 millions d'euros. Est-ce que c'est la meilleure offre? Est-ce que celle-ci est la meilleure offre? C'est pas dit, hein. Parce que les offres, il faut les ouvrir, il faut les lire, tout ce qu'il y a dedans, hein. Parce que dans les offres, tout est expliqué dans les offres. Je veux dire, peut-être que celle-ci est plus chère, mais ils offrent, à la lecture de cette offre-là, ils offrent d'innombrables, je veux dire, avantages par rapport à la première, qui a un coût, oui, faible, mais plus faible que la première, mais qui n'est pas forcément avantageuse par rapport. Elle est avantageuse par rapport au prix, mais rien d'autre, hein. Voilà, si la seconde est plus chère, il faut se poser aussi la question pourquoi elle est plus chère. Donc, aller chercher toujours des coûts moins chers, mais je veux dire, ça peut vous coûter cher à la longue parce que ce sera peut-être des malfaçons, ce sera peut-être, je veux dire, des études à refaire, etc. Et donc, au bout du compte, vous aurez perdu vos culottes plus que d'avoir gagné quelque chose par un coût moins cher. Donc, quand on étudie une norme, il faut l'étudier en prenant son temps, bien l'étudier, être conseillé par des personnes qui connaissent les entreprises, qui connaissent le monde voilà, des projets, le monde, voilà, et se s'entourer de cabinets spécifiques qui peuvent se dire, bon, tiens, tel projet, il est, voilà, pour autant que bien sûr, le cabinet de conseil, je veux dire, soit, on va dire, ne privilégie personne, hein. Voilà, on va dire qu'il est correct. On a un cabinet correct. Voilà, il a 5 offres. Il ne sait pas quelles sont les entreprises, mais il étudie les offres et il voit qu'il y en a une. Voilà, le cabinet pour conseil peut vous dire, ouais, telle offre est meilleure que celle-là. Bien sûr, elle va se faire rémunérer, mais au moins, elle aura pris une bonne décision euh, et qui va profiter, je veux dire, à à la communauté ou à la société qui va, je veux dire, devoir acheter l'offre. Voilà.
Bon, donc je me suis un petit peu éloigné du département d'études, je sais pas pourquoi, mais ce que je disais, c'est que euh, voilà. Ça, c'est donc j'avais dit qu'il y avait 3 points. Un des premiers points, j'avais dit qu'il participe à la conception du système, enfin, je dirais plutôt même d'un système d'information, bien sûr adapté aux besoins de la clientèle, hein, voilà. Ça, c'était un premier point. Il y a un second point, c'est qu'en fait, il assure donc euh, la réalisation du système informatique dans, bien sûr, vous comprendrez, normalement les meilleures conditions de performance, de prix et, comme je l'ai dit, de délai. Donc le coût, ouais, parce qu'en fait, dans l'entreprise, bon, il y a le coût en fonction du facteur qualité-prix. Voilà, c'est ce que je voulais dire, qualité-prix. Voilà, c'est un coût. Il faut assurer bien sûr le meilleur coût en fonction de la meilleure qualité, le rapport meilleure qualité-prix. Voilà. Et c'est comme ça qu'il faut garder ce coût. Bien sûr, comme c'est un plan, une planification, bien sûr, vous avez, comme j'ai expliqué, des délais et tout ça sous forme de mesures de performance et d'efficacité, je veux dire voilà, de la réalisation, de la conception du système informatique. Voilà, et donc les conditions, c'est ça, conditions de coût, de délai et de performance. Voilà. Et ça, c'est un deuxième point, hein. Donc assurer la réalisation du système informatisé. Maintenant, j'avais dit qu'il y avait 3 points, et le troisième et dernier point, on va dire qu'il prend en charge, bien sûr, comme j'avais vu auparavant, la maintenance euh, et ce département va effectuer, on va dire, les modifications euh, qui sont rendues sans cesse nécessaires par l'évolution continuelle, on va dire, des mises à jour, des réglementations. Voilà, des réglementations, mais pas que des réglementations, des souhaits des utilisateurs, et je dirais même de l'évolution des techniques. Voilà. Donc c'est de prendre en charge la maintenance au travers des modifications que je vous ai citées. Les modifications, parce qu'on peut avoir des règlements qui changent. Voilà. On peut avoir des règlements qui changent, et il faut adapter ces règlements. Et généralement, les règlements viennent par document. Euh, voilà, attention qu'il y a des règlements d'entreprise, il y a des règlements, des standards, il y a des standards internationaux, des standards nationaux, des standards d'entreprise. Il y a des règles d'entreprise aussi, qui sont propres à l'entreprise et pas forcément propres à un standard national. Voilà. Il y a des règles édictées, hein, vous établissez vos propres règles, mais certaines règles qu'il faut respecter en fonction des standards internationaux, d'office. Donc, s'il y a de nouvelles règles de modification au sein de l'entreprise, mais il faudra les prendre en compte, et c'est le département d'études qui se chargera justement d'effectuer ces modifications, et bien sûr de les rédiger et de les transmettre, je veux dire, au personnel. Bon, maintenant, il n'y a pas que les modifications, les évolutions des réglementations, on peut avoir des évolutions euh, des souhaits des utilisateurs, parce que l'utilisateur, il peut demain changer certains points en cours de projet. Heureusement que c'est fait en cours de projet. Hein, en cours de projet, le téléphone qui sonne, c'est qui? C'est ben, le client. Le client, il y a notre client, un X, est au téléphone et il nous demande de changer si, pour le programme, si on peut avoir ça en plus. Ouais, plutôt enlever ça parce que ils ont fini par réfléchir et se dire, ouais, bon, ça, il n'y avait pas besoin de ça, mais bon, mais d'ajouter certaines options. Voilà, d'enlever certaines options et d'en rajouter de nouvelles. Voilà, bon, à n'importe quel moment du projet, ça peut se faire. Donc, on téléphone au département d'études et il prend en charge tout ça, en fait. Le département d'études prend ses considérations, prend ces informations
qui viennent des clients, bien sûr les notes et bien sûr rédige des documents, comme quoi, je veux dire, bah, parce que tous les écrits restent et les paroles partent, hein. Voilà, dans une entreprise, tout doit rester par écrit, hein. Dire, et personne n'a le monopole de l'information, hein. Je veux dire, quoi qu'il y a des informations qui sont plus discrètes, secrètes, mais je veux dire, une information, quand elle doit être communiquée, je veux dire, au personnel, mais tout le monde doit être, c'est par écrit, et tout le monde doit recevoir la note pour laquelle elle est destinée à tout le personnel. Voilà, donc voilà, maintenant tout peut se faire par email, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, avant, on distribuait des notes, comme on distribue des notes, et généralement, les notes, parfois dans certains domaines, les notes sont quotidiennes, sont journalières. Donc la première des choses à faire, on a un casier avec les notes que vous avez dans votre casier, des notes, et vous allez dans le casier, et vous prenez vos notes et vous les lisez, et vous en prenez, je veux dire, en considération, vous les prenez pour fait, en fait, vous les prenez en considération, comme quoi, je veux dire, les remarques doivent être prises en considération. C'est des notes, des remarques, des notices, voilà, qu'il faut absolument lire et de se mettre au courant, parce que vous devez être au courant, le personnel doit être au courant de ce qui se passe, il doit être informé de ce qui se passe au sein de l'entreprise, au niveau des changements, au niveau des modifications, au niveau des notices de remarques, à prendre en compte, quelles qu'elles soient, aussi bien, je veux dire, correspondant, je veux dire, ça peut être tout, quelque chose, les notes, bien sûr, elles sont relatives soit au travail, mais ça peut être des notes spécifiques, toutes bêtes, relatives, par exemple, au parking, hein. Bon, laisser la place de parking, je veux dire, enfin, bien sûr, de façon, pas façon directe, mais façon plus, voilà, plus soft. Attention, veuillez ne pas prendre les places de parking pour le personnel euh, euh, qui ont, ne pas prendre les places réservées à la direction. Le personnel ne doit pas prendre les places réservées à la direction, par exemple une notice comme ça, ou éviter, enfin pas éviter, le personnel ne doit pas prendre les places de parking réservées aux handicapés. Euh, voilà, donc c'est des petites notices qui peuvent concerner la vie d'entreprise. La vie d'entreprise, c'est pas forcément des modifications qui viendraient du client. Voilà. Les notices, on peut avoir des notices sur tout et n'importe quoi, hein. Et donc, il faut se mettre à jour et les lire régulièrement. Voilà. On peut avoir des notices relatives à une grève, une fermeture, hein, je veux dire une fermeture, soit instantanée, une fermeture de congé annuel, de congé, voilà. Voilà, les notices, on peut concocter tout ce qu'on veut comme type de notice et qui est porteur d'informations et que le personnel se doit d'être mis au courant. Et comme ça, il ne pourra pas dire, ouais, moi je ne savais pas ci, je ne savais pas ça, et s'il arrive quelque chose, ben, comme ça, il le sait. Voilà. Bon, donc ces 3 points-là, c'est dans un but de réussir la mission euh, d'étude et de planification euh, du système informatisé, en fait. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans ce département d'études, on va trouver dédié à cette mission, pour réussir cette mission, on trouve bien sûr du personnel, comme je vais vous citer, bien sûr, plusieurs types de personnes qu'on va retrouver dans ce département d'études. Là, on va retrouver le chef d'études, voilà, et vous comprendrez qu'il y aura, là on retrouve l'analyste, hein. L'analyste, le chef programmeur, et bien sûr, toute la panoplie euh, de programmeurs. Le ou les programmeurs, généralement c'est les programmeurs, hein. Voilà, chef d'études, l'analyste, le ou les analystes. Attention qu'on peut avoir des analystes programmeurs, hein. Bon, voilà, ils sont dédiés à plusieurs tâches. Pourquoi pas? Voilà, le chef programmeur, on peut avoir. Je vous ai dit tout à l'heure, quand j'ai commencé ma vidéo, que fatalement, l'une ou l'autre personne, quand on a une entreprise avec très peu de personnes, ils peuvent prendre plusieurs tâches, hein. Bon, il y en a un, il peut faire, il est en même temps chef programmeur, analyste et programmeur.
Voilà, il y a en même temps chef d'étude parce qu'ils sont très peu, il n'y a que 4-5 personnes, et le gars il fait le travail de 5 personnes, pourquoi pas. Enfin, il occupe une tâche en plusieurs fonctions. Voilà, pourquoi pas, parce que l'entreprise a très peu de personnel. Mais maintenant, c'est l'entreprise a d'innombrables personnels, on applique la règle où chacun va faire une fonction simpliste. Fonction simpliste, c'est-à-dire réduite à sa plus simple expression, c'est-à-dire que le chef d'étude ne sera que chef d'étude. L'analyste ne sera que analyste, il ne sera pas programmeur, il ne fera que de l'analyse. Le chef programmeur, il aura un rôle dédié que en tant que chef programmeur. Par contre, les programmeurs, ils auront un rôle dédié qu'en tant que programmeur et rien d'autre. Voilà, donc ils ont chacun, je veux dire, une, une, une vue, ils ont chacun un rôle, on va dire, simpliste à, euh, à réaliser. À réaliser. Bon, maintenant, venons-en au chef d'étude. Chef d'étude, ben, c'est le responsable, en fait c'est c'est le responsable du département, bien sûr, département, ce que j'ai en train de tout ça, ça fait partie département études, département études, voilà, des études, hein, parce qu'il n'y a pas qu'une seule étude, il peut y avoir plusieurs études. Voilà, donc le chef d'étude, ben, c'est le responsable direct de ce département. Voilà, et c'est lui qui va prendre en charge, je veux dire, en tant que responsable, donc les projets depuis la demande des clients, des utilisateurs, jusqu'à leur implantation. Ouais, donc en fait, il sera omniprésent on va dire, dans, dans la phase d'étude. Il sera omniprésent dans la phase d'étude. Et c'est même lui, je veux dire, qui prendra donc les premiers contacts avec les utilisateurs, parce que j'avais dit que il y avait des contacts. L'utilisateur, quand il établissait ses besoins, mais il le faisait, bien sûr, vous comprendrez, par l'intermède, bien sûr, d'une personne du CTI, pour être mieux aidé. Et cette personne du CTI, c'est qui? Ben, c'est lui, c'est le chef d'études. Donc, c'est lui qui va prendre les premiers contacts avec les clients. Il va participer donc à toutes les études, que ce soit des études liées à, on va dire, des études d'opportunité, à l'établissement du cahier des charges, hein, euh, et je dirais même du devis. Du devis. Donc, le devis qui reprend le prix, bien sûr, des différentes demandes, et donc fatalement le prix total, euh, hors TVA ou TVA comprise. Voilà, si le client est intéressé par le devis, ben, il n'a plus qu'à signer le devis et puis on lance, je veux dire, voilà. Bien sûr, on fait une offre, via l'offre, et après, il y a, si la personne, le client est intéressé par l'offre, ben, qu'est-ce qui envoie l'offre? Ben, c'est son CTI. Il peut lancer différentes offres. Hein, parfois, il y a des appels d'offres comme ça, on lance, hein, pour des communes, pour des écoles, pour certaines entreprises, voilà, d'État, des entreprises, voilà, font un appel d'offres. Et là, à ce moment-là, les gens commencent à émettre des offres, hein, je veux dire, et puis quand il y en a un que l'offre s'est acceptée, généralement on peut faire on fait un devis, bon, comment ça va. Mais, voilà, mais dans l'offre, normalement, tout est déjà répertorié, hein. Normalement, tout est déjà répertorié au niveau des coûts, etc., etc. L'offre peut faire office euh, de devis, parce que normalement, s'il y a les coûts dedans, les coûts éclatés, tous les coûts sont éclatés là-dedans, avec le coût total, notamment si le dossier était bien ficelé, bien sûr, parce que bon, il y a des offres à 2 pages, il y a des offres à 3 pages, des offres à 4 pages, mais il y a des offres qui nécessitent, je veux dire, quasiment un bouquin. Un bouquin à faire une offre, ça peut être facile et difficile en même temps. Facile s'il y a très peu de pages à rédiger, et difficile s'il faut tout décortiquer, tous les postes pour lesquels il faut décortiquer avec le coût de chacun des postes que ça pourrait coûter. Voilà, donc là, ça fera office, par exemple, de devis. Voilà, un devis. Voilà. Maintenant, on peut lancer un devis sans offre. On peut demander. S'il y a une société qui demande, un client, un utilisateur, des utilisateurs qui demandent au CTI, ben, il peut demander un devis. La société extérieure demande un devis au CTI. Alors à ce moment-là, on rédige un devis. Un devis. Donc, soit on fonctionne avec des offres,
soit on fonctionne avec des devis. Voilà. Alors, comme j'ai dit qu'il y avait une histoire de délai, ben dans le département études, il y a une planification, bien sûr, avec des délais. Et bon, les délais, il faut les respecter. Bon, il suffit pas de faire une étude, un planning. Bon, ce planning-là doit être respecté dans sa phase de réalisation. Voilà. Euh, donc, le chef des études, le chef d'études va participer, je veux dire, à la mise au point de la planification, du planning euh, des études. Voilà. Ouais. On va dire aussi qu'il va effectuer, je veux dire, le suivi des projets, on va dire aussi bien en cours. Le projet, il va être suivi tout au long, tout au long. Euh, il va être suivi tout au long. Est-ce qu'on respecte bien, je veux dire, les délais de réalisation par rapport à ce qui a été planifié? Euh, Voilà, tout d'abord, on fait un planning. On dit, bon, il faut autant de temps pour faire ça, autant de temps pour faire ça, autant de temps pour faire cette étude, autant de temps pour faire le devis, autant de temps pour faire ouais, parce que le devis, les offres, si c'est une offre, ça prend du temps. Hein. Si je vous dis, il faut rédiger un bouquin, bon, c'est pas en 3 jours qu'on réalise un bouquin. Hein. Voilà, donc, voilà. Mais généralement, une entreprise qui est déjà fonctionnelle possède déjà plusieurs offres. Donc, elle va rechercher certaines offres, elle les modifie, et puis il les envoie. Mais quelqu'un qui vient de commencer une nouvelle entreprise doit tout rédiger. Hein. Ou alors, il va faire copier des offres d'une entreprise déjà existante. Et bon, mais ça, on peut pas faire, mais bon, voilà. Voilà, chacun fait ses offres, voilà. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que le chef d'études, le département d'études, ben, il va planifier tous les travaux qui vont se faire au sein du département d'études. Mais planifier, ça veut dire bon, il va le faire au niveau, bien sûr, de software qui existe. Par exemple, Microsoft Project permet de planifier, je veux dire, euh, euh, qui est Microsoft Projet, voilà, qui est un gestionnaire de projet, mais de chez Microsoft, bien sûr. Grâce à cet outil-là, ce logiciel va permettre de, je veux dire, créer des dates, des dates futures de réalisation. Et donc, quand on sera en cours de la réalisation, mais on pourra faire en sorte de voir si le réalisé et le planifié, bon, sont toujours dans les délais. S'il ne faut pas avancer certaines dates ou voilà, parce que bon, tout est une question de personnel aussi. Hein. Il suffit que demain, il y a 3 personnes qui tombent malades, ou il y a un trou, et je ne sais pas les renflouer parce que je n'ai pas les compétences, je veux dire, sur le marché. Bien, qu'est-ce qui se passe? Ben, là, à ce moment-là, je me retrouve avec 3 personnes en moins. Bon, la réalisation du travail va se faire, va ralentir. La réalisation du travail va ralentir. Si j'ai pas les outillages nécessaires, hein, si tout le personnel n'est pas outillé comme l'étude l'avait euh, avait fait référence, à ce moment-là, bon, qu'est-ce qui se passe? On a, les personnels n'ont pas d'outils, a moins d'outils, ou à moins d'outils performants, ou moins d'outils, et se retrouve, je veux dire, avec un rendement qui est plus bas, et donc le projet va se faire ressentir au niveau des dates, fatalement. Au niveau des coûts le personnel n'est pas payé correctement. Hein, le personnel, il y a moins de personnel. Si euh, les coûts commencent à devenir extravagants, et tralali, tralala, toute une panoplie de paramètres qui font en sorte que le projet commence à, à prendre une mauvaise voie, vous comprendrez que ce qui a été planifié, c'est du théorique. Ce qui a été planifié, c'est du théorique, et que le réalisé, c'est du réel. Et donc, fatalement, le théorique, entre le théorique et le réel, bon, il existe tout un grand monde. Et donc, en fait, il faudra peut-être sans cesse modifier certaines choses et par rapport au réel. Parce que le réel, on va voir réellement les problèmes qui vont se rencontrer, se fera avec le réel. Et donc, avec ça, ben, le planifié, c'est du théorique. Bon, le réel va généralement prendre de la distance par rapport au planifié. Quoique maintenant, à moins que je veux dire, vous soyez un super projeteur et que vous ayez pensé à tout dès le départ et que que le planifié, les réalisations du planifié dépassent celles du réalisé. Et là, vous êtes un super champion de la planification, mais bon, généralement, c'est pas le cas comme ça. Hein. Généralement, bon,
Il y a des entreprises, bon, elles arrêtent de payer le personnel, donc qu'est-ce qui se passe? Ben là, tu payes pas, ben on arrête de travailler. Alors le projet, qu'est-ce qu'il fait? Ben il prend de l'ampleur. Les délais ne sont plus respectés, rien qu'à cause de ça. Tu payes pas, ben je ramène pas mes machines. Voilà. Tu payes pas, ben voilà, je mettrai 2 personnes ici parce que et j'en ai trois, j'ai un meilleur projet ailleurs, je mettrai 5 personnes ailleurs où là me rapporte plus que ce projet-là, donc j'en mettrai 2 ici. Énervez-vous, je m'en fous, même si le projet prend euh, il s'accroît dans les délais, je m'en fous. Parce que vous voulez pas me payer correctement, donc vous voulez pas payer mon personnel, ben, je mets plus de 2 personnes. Mais voilà que le projet se met à s'étendre réellement plutôt que par rapport à la planification. Donc voilà. Donc tout ça pour vous dire que euh, le chef d'étude, lui, c'est lui qui doit gérer tout ça. Gérer, je veux dire, le suivi du projet, je veux dire, que ce soit la planification sur papier, théorique, que ce qui est réalisé, c'est-à-dire en cours. Voilà. Et bien sûr, le chef d'étude, il va arriver, en tout bon chef, ben, il va apprécier le travail presté par le personnel et bien sûr, il va participer à son recrutement si nécessaire. Voilà. Donc, il peut attribuer, rétribuer certaines personnes qui travaillent très bien, qui font les choses dans les règles de l'art, qui font les choses de manière optimum, de manière efficace, de manière tout ce que vous voulez, et qui font en sorte qu'ils font évoluer le projet dans un sens que, bon, qui n'était pas, je veux dire, euh, voilà, si vous voyez, si tout le monde a bien travaillé à la fin de l'année et que tout s'est bien, très bien passé, ben on va rétribuer par, je veux dire, comment est-ce qu'on appelle ça, une commission à chacun du personnel pour faire en sorte de le remercier euh, remercier de ce que le projet a- est arrivé, je veux dire, à terme, et peut-être même avant terme. Donc s'il est arrivé avant terme, ben c'est inouï, inouï. Donc vous avez gagné de l'argent si vous arrivez avant terme, et tout ça peut-être grâce à un personnel, je veux dire, très compétent, très pris par leur travail, on va dire que très motivé, très dynamique, euh, très entrepreneur, très pris par leur travail, j'arrive pas à trouver le mot, très impliqué, voilà, c'est ça, très impliqué. Par du personnel très impliqué, dynamique, motivé, personnel euh, euh, qui tombe rarement malade, du personnel efficace, du personnel avec un rendement optimal. Voilà, tout ça fait en sorte que le projet est réalisé dans les règles de l'art. Mais quand je dis personnel, ça peut être aussi des managers hein, qui font leur travail, qui font en sorte que tout fonctionne correctement. Voilà, et donc à ce moment-là, bien sûr, il y a des tests de diagnostic, etc., qui peuvent se faire en cours de planification pour évaluer, je veux dire, tout le personnel et voir si à chaque stade, à tout moment, je dirais à tout moment, parce qu'il y a des diagnostics, il peut y avoir différents types de diagnostics. Hein. Il peut y avoir un diagnostic quotidien, un diagnostic tous les 3 mois, et les diagnostics, les bilans annuels, ou tous les 3 ans, ou tous les 5 ans, enfin peu importe. Voilà, ben, je dirais les diagnostics. Pour évaluer le personnel, ben, il y a différents types de diagnostics. Hein. Comme ça, le problème ici, c'est pas de parler des diagnostics, mais c'est pour vous dire que bon, le personnel peut être remercié d'une bonne façon, bien sûr, pas le remercier dans le sens de l'éjecter, mais remercier d'une bonne façon parce que le projet a été jusqu'à, je veux dire, est arrivé à bon port. À bon port et tout le monde est content. Et bon, et alors euh, on va remercier le personnel par des cadeaux, je veux dire, niveau pécunier. Voilà, et c'est ça que le chef d'étude, oui, il s'attelle à d'actions, hein, beaucoup d'actions. Euh, et- donc pour le recrutement, ben, c'est toujours encore une fois le chef d'étude qui va s'occuper euh, des recrues, des nouvelles recrues, bien sûr par l'entremise de personnel compétents qui peuvent sonder
les personnes que l'on a en face de soi, ce sont des chasseurs de tête. Les chasseurs de tête qui vont sonder les personnes qui sont en face de soi et qui vont se dire, bon, tel profil est un bon profil, je vais le recruter et on m'a donné cette fonction de responsabilité de profiler euh, une personne pour qu'elle rentre dans, on va dire, dans le moule de l'entreprise, et je dirais même plus du moule euh, de la compétence et de l'efficacité. Et donc, il y a des personnes qui sont des chasseurs de tête qui vont participer au recrutement, et ces gens-là qui vont participer au recrutement, ben, vous comprendrez que c'est pas des, je sais pas comment on appelle ça, c'est pas comme dans les, voilà, c'est pas des, on va dire, c'est pas des psychologues ou des ci ou des là, non, eh bien, c'est tout simplement c'est le chef d'études. Le chef d'études qui va euh, faire son propre recrutement. Donc, il n'y a pas de personnel extra dédié au recrutement. Non, c'est le chef de personnel qui fait ça. Quoi qu'il y a des sociétés qui embauchent du personnel pour le recrutement. Voilà. Bon, vous voyez que toutes les fonctions du chef d'études sont énormes. Il a beaucoup de travail à faire. Bon, une autre tâche est aussi de collaborer, bien sûr, avec le responsable système, en vue d'étudier, je veux dire, toutes les options, on va dire, logicielles. Il peut aussi examiner donc les anomalies d'exploitation et de mettre au point donc des programmes de formation du personnel. euh, Si le cas échéant, il y aurait des lacunes au niveau du personnel qui seraient dépassés par certains événements, ça peut arriver, hein. Bon, on va essayer de les former, mais si maintenant ils ne savent pas s'adapter, bon, à ce moment-là, bon, il reste plus une chose, c'est la porte de sortie, c'est de recruter de nouvelles personnes en espérant que la nouvelle personne soit de bon choix. Ouais, parce que je veux dire, si on vous apprend à programmer et que vous ne savez pas programmer après un certain temps, c'est que vous n'êtes pas fait pour la programmation. Donc il faut soit vous changer de poste et regarder si vous êtes meilleur dans un autre poste. Si c'est pas le cas, vous n'êtes pas apte à rentrer dans l'un des postes euh, d'un organe, d'une fonction organique, mais à ce moment-là, bon, vous n'êtes pas fait pour cette entreprise-là. Je m'excuse de le dire, mais c'est comme ça. C'est dur à entendre, mais c'est comme ça. Bon, on peut se dire, bon, ouais, bon, je suis pas fait pour cette boîte-là, j'ai visé trop haut. Voilà, il y a des sociétés informatiques, je veux dire, bon, sachez aussi que le travail informatique, c'est surtout un travail, bien que manuel, en grosse partie, parce qu'il faut écrire les bordereaux d'encodage, il faut sortir les papiers sur imprimante, voilà, mais c'est beaucoup de travail, on va dire, mental, hein, mental, donc de logique mentale, d'esprit, qui fait que c'est un travail beaucoup intellectuel, bien qu'il y ait un tout petit peu de manuel, hein, il y a un tout petit peu de manuel. Il y a toujours du manuel, parce que travailler sans manuel, c'est un petit peu embêtant, hein, ne fût-ce que d'aller chercher des feuilles de papier, etc. Ça, c'est du manuel. Mais je veux dire, le gros c'est un travail intellectuel. Et maintenant, le niveau intellectuel demandé, ça dépend ce qu'on demande comme niveau intellectuel, hein. On va dire, niveau intellectuel, peut-être des compétences. Bon, il y a voilà, la façon d'interagir avec un problème. Bon, ça c'est un problème intellectuel, mais bien sûr, il y a les compétences, hein. Savoir certaines choses, c'est des compétences. On sait ou on ne sait pas. Voilà, on connaît ou on ne connaît pas. Généralement, on a besoin de compétences, mais aussi de euh, savoir. Il y a les savoirs qui sont les compétences, hein, et le savoir-faire. Savoir-faire qui est ici, c'est un savoir-faire intellectuel. Donc, je veux dire, savoir-faire, c'est plutôt ici une grosse part de raisonnement. Mais il y a des entreprises, par exemple, s'il y a les films américains, par exemple, sont beaucoup demandeurs de savoir-faire au niveau graphique, etc. Et maintenant, si vous regardez les studios Marvel avant, bon, maintenant, les studios Marvel, ils sont pas tout seuls, hein. Les studios Marvel, il y a d'énormes studios. D'ailleurs, les films commencent à coûter de plus en plus cher à cause de ça. Il y a beaucoup de studios qui tournent autour de ça. Et dans ces studios-là, bien sûr, on trouve tous les métiers du monde, hein, et on a besoin de médecins, pour faire des films, on a besoin de médecins, on a besoin de secrétaires, on a besoin de menuisiers, on a besoin de soudeurs, on a besoin. Bon, les films,
les Américains l'ont compris, c'est un grand pourvoyeur de main-d'œuvre. Donc, ils font leur ferme et ils forcent à la vente. Tant mieux, c'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Mais ils font appel à beaucoup voilà, ils sollicitent de nombreuses sociétés autour qui font en sorte que bon, on trouve tous les métiers. Voilà. Et si maintenant on demande de dessiner dans l'art graphique, peut-être que ça demande, il y a différents niveaux de dessiner au niveau art graphique, et il y a certains niveaux où là c'est euh, très complexe, qui n'est pas dire euh, donné à tout le monde. Alors à ce moment, on va viser des studios qui ont pignon sur rue avec une cinquantaine d'années ou 80 ans, voilà, comment on appelle ça, de fonctionnement derrière eux, c'est-à-dire d'expérience. Hein, voilà. Walt Disney, Walt Disney fort, fort sollicité. Pourquoi pour beaucoup de films? Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont une expérience immense dans, je veux dire, l'animation. Et donc, fatalement, si on demande des animations très complexes, ben, tout le monde n'a pas, je veux dire, les compétences pour, voilà. Et donc, on ira chercher solliciter des sociétés à compétences, je veux dire, très haute compétence. Donc, fatalement, les petites boîtes vont tomber parce qu'ils n'auront pas le savoir-faire des gros studios qui ont des années d'expérience derrière. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va aller choisir des gros studios qui ont les capacités. Donc, on va faire tomber tous les petits studios. Et donc, ici, c'est un peu la même chose. Si un programmeur ne rentre pas dans le moule de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il n'a pas, s'il a des petites compétences, mais ça ne suffit pas, on peut encore le former. Mais si au niveau intellectuel, il n'a pas, on va dire, le savoir-faire intellectuel, je veux dire, nécessaire pour l'entreprise, ben, ils vont peut-être le caser ailleurs, dans une autre place. Et si ça ne va pas dans deux, trois places, mais je crois que l'entreprise, bon, ne va pas garder le profil. S'ils se sont trompés sur le profil, mais ils ne peuvent pas le renvoyer comme ça parce qu'il y a des lois. Hein. Donc en fait, ils attendront, je veux dire, qu'il sera en fin de contrat pour essayer euh, de, de, de choisir quelqu'un d'autre. Voilà, et de le mettre dehors et de le choisir quelqu'un d'autre. Voilà, et c'est comme ça, c'est la vie d'entreprise qui est comme ça. Ce sont les besoins de l'entreprise qui sont comme ça. Et il n'y a pas de, je veux dire, de voir les choses en mal ou pas. Il faut aussi, les membres du personnel peuvent faire, je veux dire, au niveau psychologique, au niveau se faire comment on appelle ça, euh, au niveau psychologique, chacun peut se remettre en question. Se remettre en question, de se dire, bon, c'est vrai que j'ai visé dans une entreprise pas, qui n'était pas, qui était dans mon standard, mais qui ne me correspondait pas parce que je n'avais pas les compétences nécessaires, qui étaient très hautes pour tel type d'entreprise. Donc, euh, rien, rien, en fait, on peut se remettre en question et de se dire, bon, bah ouais, cette entreprise-là n'était pas pour moi. Pourquoi pas? Voilà. Plutôt que de s'acharner, de se dire, ouais, bon, non, l'entreprise là, j'avais les capacités, ils ont été méchants avec moi. Non, non, bon, il faut savoir, je veux dire, replacer l'arbre au milieu de la forêt et de se remettre en question. Bon, et ça, bon, au niveau psychologique, beaucoup de gens n'acceptent pas ça, ils vont bon, trouver toute une panoplie d'excuses pour se dire que bon, ils ont été renvoyés parce qu'en fait, ils avaient un souci que le personnel gradé ou autre, ou des soucis, voilà, non, non, parfois il faut savoir se mettre en question. Moi, je n'étais pas apte à remplir certaines missions de l'entreprise. Écoutez, l'entreprise là, j'ai visé un peu trop haut, mais c'est pas pour moi, c'est d'autres personnes qui pourront, je veux dire, subvenir à certains postes euh, dans l'entreprise. Voilà. Il y a pas de honte à ça, il faut savoir parfois, je veux dire, se remettre en question, de se dire, bon, mes compétences, j'ai un niveau de compétence, bien que peut-être qu'il soit élevé ou moyen ou petit, mais je veux dire, il faut pas viser trop haut aussi, parce que quand on vise trop haut, ben, je veux dire, ça peut retomber sur soi. Voilà. Bon, enfin bref. Euh, Notamment, ici, quand on demande de travailler, généralement, on demande de travailler vite. Hein. Vite, donc, il suffit pas.
On va pas demander à des gens de chercher pendant 4 ans certaines choses. On demande de travailler vite. Bon, pour certains programmeurs, si on voit qu'ils sont très lents, une fois, deux fois, trois fois, hein, on va les remettre en formation une fois, deux fois, trois fois. Et s'ils sont toujours lents au bout d'un certain temps, on va se dire, bon, il n'est pas fait pour le poste. Donc voilà. Donc un programmeur, il doit programmer très vite. Et il doit faire, il doit savoir ce qu'il fait. Voilà. Ben, ici, c'est au niveau des programmeurs. Hein. Je suis pas au niveau de. Ici, je suis toujours au niveau du chef d'études. Et le chef d'études, en fait, voilà toutes ces fonctions. Vous voyez qu'il a de nombreuses fonctions. Euh, et il va mettre au point donc des formations du personnel qui lui sont, je veux dire, subordonnés. Voilà. Et ça, tout ça, c'est la mission du chef d'études. Vous voyez que la mission du chef d'études, euh, ses actions sont, on va dire, conséquentes. Conséquentes. Un chef d'études est payé, veut dire, un chef d'études est payé, très bien payé. Il est très bien payé. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez vu les innombrables responsabilités qui lui sont demandées et les actions, les tâches qu'il doit remplir. Il y a des tâches de responsabilité et d'innombrables tâches qui font en sorte que le tout bon fonctionnement va passer par ses mains. Voilà. J'ai tout dit sur le chef d'études. Maintenant, je vais passer par l'analyste. Et l'analyste, bien sûr, je vais faire très court parce que c'est vrai que la vidéo, ça fait une heure 16 qu'elle court parce que je vois le temps là-bas. En fait, bref, l'analyse, pardon, je m'excuse. En fait, lui, c'est un responsable aussi, mais il est responsable, on va dire, de la conception, de la réalisation et, on va dire, de l'implantation du projet. Voilà, bien sûr, avec tous les dessins y afférents, c'est ce que j'explique tout à l'heure, logigramme, organigramme, tralali, tralala, tout ce qui va avec. Voilà. On peut avoir beaucoup de dessins comme ça, hein, des dessins de tâches qui sont interreliées entre elles. Enfin, au niveau dessin, c'est pas ce qui manque. Allez voir sur Microsoft Project, vous allez voir tout ce qu'on peut concocter comme dessin d'analyse, hein, dessin de logique, dessin de support utilisé, hein, dessin de support, support d'écran, support d'imprimante, support de fichiers, support, voilà, on peut dessiner ce qu'on veut. Les tâches, on peut mettre des tâches. Hein, tel bonhomme va réaliser telle tâche tel jour. Voilà, la liaison des tâches. Bon on peut réaliser tout ce qu'on veut au niveau de l'analyse. Hein. Et une analyse, ça s'analyse. Le gars, il vient tous les jours avec sa mallette pour, bien sûr, avec son thermo de café. Je sais pas si les gens font cours ça maintenant avec leur thermo de café, mais enfin, il vient avec son thermo de café, et voilà, il s'installe tous les jours, c'est la même chose. Il se pose des questions et ils essaient de mettre en musique le projet. En musique, le projet, tous les jours, ils sont là pour ça. Voilà. Jusqu'à, on va dire, la phase de terminaison d'études. Voilà. Bon, maintenant, pour ce qui est du chef programmeur ici, le chef programmeur, lui, il suit les activités de chacun des programmeurs. Il apprécie le travail, bien sûr, comme le fait le chef d'études, le travail fourni par les programmeurs. Et bien sûr, il a une tâche aussi de supervision, de contrôle, de contrôler si les réglementations, les standards, enfin, tout ce qui doit être respecté soit respecté. Tout ce qui doit être respecté soit respecté. Donc, les chefs programmeurs a un œil sur, sur les programmeurs et la façon on va dire, de procéder, sur la façon de la réalisation, sur la façon de est-ce que à ce que les procédures soient réalisées dans les manières les plus respectables. Voilà, en fait, en gros, il sera responsable du bon fonctionnement et de l'utilisation, on va dire, optimale des ressources machines, et des programmeurs. Et quelque part, il va même aider,
l'utilisateur dans l'exploitation du logiciel ou de logiciel, et ceci afin de solutionner, je veux dire, les problèmes qui pourraient se révéler chez l'utilisateur du jour au lendemain. Voilà, donc c'est lui qui va intervenir en tant que, on va dire, en tant que personne qui va aider l'utilisateur ou le client à résoudre donc les problèmes endurés par l'utilisateur ou le client. Et s'il faut changer certaines choses, ben, le chef programmeur bon, fera donc acte au chef d'étude via bien sûr des documents de problèmes qui n'ont pas pu être solutionnés ou qui sont en phase de solution, en phase d'être solutionnés ou qui sont solutionnés, qui n'ont pu intervenir dans en tant que problème. Bon, maintenant, voilà, ça c'est le chef programmeur. Voilà, c'est les rôles qui lui sont dédiés. Maintenant, voyons voir les programmeurs. Mais les programmeurs, bien sûr, vous aurez compris, ils codifient, bien sûr, ils codifient les programmes. Ils constituent en fait ce qu'on appelle les jeux d'essai. C'est eux qui lancent les compilations, les exécutions des programmes en vue de la mettre au point, hein, voilà, et ils rédigent le dossier complet d'exploitation, bien sûr. En ceci que je répète ce que j'avais dit auparavant, ben, ils vont concevoir, implémenter, faire les tests et faire l'installation et faire l'exploitation et je dirais même la maintenance. Et bien sûr rédiger tous les documents y afférents, hein, dossier d'exploitation, l'aide, les aides, etc., etc. Bon, alors maintenant ça c'est fini, ça c'est pour le département d'études. Oui, j'ai un petit peu abrégé parce que c'est vrai que faut que je termine cette vidéo qui concerne les départements, donc les fonctions d'un CTI, dans un CTI. Et ici je vois le département, voilà, département, ce qu'on appelle le département R&D. Donc, département R&D, Research and Development. Research and Development. Voilà. Bon, sachez qu'il existe encore un dernier qui est le département exploitation. Bon, comme ça je fais court. Voilà, le département Research and Development, ce département donc travaille à long terme et en fait c'est au cours d'une structure intellectuelle qui pense aux solutions futures. Donc, c'est-à-dire en ayant un esprit de visionnaire à regarder de nouvelles méthodes qui pourraient, je veux dire, aider les utilisateurs de logiciels, de futurs logiciels conçus, voilà, et toujours être, on va dire, dans une phase de changement, toujours avoir un changement, et le changement de se faire ressentir dans le sens d'évolution, dans le sens de bien acquis, d'acquis, on va dire d'acquis bénéfiques, d'acquis bénéfiques, voilà, hein, des nouvelles fonctions dans le logiciel, des nouvelles, voilà, surtout des nouvelles fonctions, un nouveau menu qui a fait intervenir une gestion des couleurs, alors qu'avant il n'y avait pas la couleur, etc. etc. Enfin, beaucoup de choses qui peuvent intervenir sur le long terme, en y pensant, je veux dire, dès à présent, pour que le futur, je veux dire, on ait des solutions, je veux dire, voilà, des algorithmes de calcul qui soient plus présents, plus gestion mémoire, une meilleure gestion mémoire, voilà, un son de meilleure qualité, voilà, tout ça, toutes des études qui feraient en sorte d'améliorer, je veux dire, la consistance du logiciel. Je dirais que aussi le département recherche et développement, après on va dire présentation d'un projet en accord avec l'exploitation ici, bien sûr, ben, il établit, on va dire, le cahier des charges. Hein, c'est lui qui, voilà. On va dire, maintenant vous allez me dire, oui, que comprend le cahier des charges?
là, le cahier des charges, ben, moi je dirais que le cahier des charges, d'abord on retrouve les objectifs et les souhaits, euh, bien sûr en fonction des capacités de l'entreprise, hein, bien sûr, parce que l'entreprise ne va pas réaliser tous les souhaits et les objectifs biscornus des utilisateurs, hein, voilà, bon, en fonction des capacités du centre de traitement de l'information, bien sûr. Quand je dis objectif de l'application et les souhaits, c'est les souhaits bien sûr des utilisateurs, hein. Et alors, grâce à ça, si on a les objectifs et les souhaits, ben, cette partie permet, on va dire, de fixer un budget maximum. Voilà, un budget maximum. Voilà, on va se dire, bon, nous, on est capable de faire ça en fonction de notre budget. Parce qu'on est une petite entreprise CTI. Si on est une plus grosse entreprise CTI, on a aussi un budget qui est un peu plus gros, mais et malgré tout, il y a toujours la limite du budget. Voilà. Voilà. Bien sûr, vous comprendrez que dans le cahier des charges, ben, il va avoir les besoins logiciels et on va dire matériels, ce qu'on appelle les besoins hardware et software. Au point de vue hardware, donc les besoins sont exprimés en termes, on va dire, minimalistes, hein, parce que en général, le constructeur n'a pas exactement les puissances demandées par le centre de traitement de l'information. L'idéal, c'est de demander le maximal, hein, de mémoire, le maximum de mémoire, le maximum de processeurs. Ici, on est en multiprocesseur, mais je veux dire, on est toujours limité, toujours limité. Je veux dire, en mémoire, voilà, on est limité en mémoire, en, en CPU, etc., etc., qui fait que bon, vous savez très bien que bon, il y a le système d'exploitation qui rentre en jeu. Bon, un programme doit pouvoir rentrer dans un moule de système d'exploitation. Donc il doit fonctionner dans certains systèmes d'exploitation, si pas tous. Le programme doit fonctionner, je veux dire, doit avoir un certain quota mémoire. Bon, voilà, s'il n'a pas ce quota mémoire, le programme ne tournera pas. Et plus on évolue, et plus le quota mémoire, je veux dire, commence, je veux dire, à être dépassé, parce que les programmes sont de plus en plus longs. Hein. Si on regarde le programme de jeu avec le son et lumière, notamment gestion dynamique voilà, des mouvements qui font que, bon, fatalement, des fausses 3D, etc., c'est tout des calculs algorithmiques qui font que c'est d'énormes calculs. Et donc, ben, il faut pouvoir faire suivre tout ça les machines comme ça, hein. Quand vous faites du dessin sur 3D Studio Max, ben, fatalement, il faut pouvoir suivre avec des cartes graphiques spécifiques, etc. Donc, il faut tout de l'hardware, et le hardware doit suivre, bien sûr, le logiciel, mais le logiciel, et on en fait de plus en plus de logiciels, je veux dire, prenant de la ressource, hein. Et donc, le hardware, il doit suivre le software. Donc, bon, c'est pour ça que, bon, quand on fait un programme, on essaie d'avoir un point de vue, je veux dire, au niveau du constructeur, bien sûr, au niveau d'avoir une puissance demandée qui soit, on va dire, en termes minimalistes. Voilà, parce qu'on ne peut pas demander du constructeur tout et n'importe quoi, parce qu'il a lui aussi il est limité. Il est limité, voilà. Bon, point de vue de software, on peut déterminer s'il faut travailler donc en différentes. S'il faut travailler, je sais pas moi, si le software peut travailler soit pouvoir travailler en réseau, parce qu'il faut prendre en charge le réseau. Si le software va travailler en temps partagé, voilà. Si le software va être utilisé pour des ordinateurs, pour des réseaux bancaires, etc., etc. Bon, voilà, il faut déterminer sur à quoi est conçu est-ce que le software va être utilisé sous forme dans des terminaux, le software va être utilisé dans des banques de données, je veux dire, administratives, etc. Donc le software, bon, faudra déterminer, je veux dire, sur quel aspect verra-t-on le software évoluer. Et alors on détermine bien sûr quels sont les utilitaires
qui vont venir, dont auront besoin. Euh, donc les softwares. Par exemple, on peut lui adjoindre, je sais pas moi, des utilitaires, des gestionnaires de tri, des gestionnaires d'écran, des gestionnaires de son. Enfin, on peut, je veux dire, adjoindre toute une panoplie, je veux dire, de gestionnaires d'utilitaires. Et ça, tout ça, les besoins hardware et software sont décrits au niveau du département Research and Development, dans ce département-là. Voilà. Je dirais même, je rajouterai aussi que les questions relatives au prix, au service donc SAV, je rajouterais même plus que SAV, ce serait avant-vente, les services avant-vente, parce que avant-vente il y a un service aussi, ça faut pas l'oublier, et le service après-vente. Voilà, et ça on veut connaître toutes les questions relatives au prix, donc au service avant-vente et après-vente, et ça c'est toujours ce département Research and Development qui s'en occupe. On veut connaître aussi le prix de la maintenance, il y a, on peut avoir soit des possibilités d'avoir des achats ou des locations, ce qu'on appelle du leasing. Quant au service, on veut savoir aussi si le fournisseur peut faire de la formation pendant le délai de livraison. On veut aussi connaître les services offerts par les différents fournisseurs, voilà, pour la maintenance, la documentation, la bibliothèque, etc., etc. Alors, toujours ce service département recherche et développement, bon, peuvent répondre à des questions relatives aux tests et aux démonstrations, répondre aux questions relatives aux conditions physiques d'implantation et répondre aux conditions de, bien sûr, vous l'aurez compris, de la réception de l'appareil ou des appareils, s'il y a une mise en réseau ou pas. Voilà. C'est vrai qu'il faut que j'abrège parce qu'ici, il reste encore l'exploitation et là, j'en terminerai avec l'exploitation. Je vais essayer d'être le plus court possible en disant que le CTI étant une entreprise qui fabrique donc, des informations. Le centre de traitement de l'information a pour vocation unique de fabriquer, de concocter des informations. Donc il a un souci, fatalement, vous l'aurez compris, de sous-entendu, un souci sous-entendu qui concerne la rentabilité, chose que je vous ai toujours parlé jusqu'à présent, et d'efficacité. Et par conséquent, vous comprendrez de facto que les CTI essaient d'avoir des coûts, on va dire des coûts minimalistes, des coûts optimum, qui soient des coûts minimum. Voilà. Et ça, c'est le rôle du département d'exploitation. Bien sûr, vous allez me dire, ouais, de quoi dépend, et j'en terminerai avec ça ici, de quoi dépend l'efficacité du CTI? Ben, il dépend de différents facteurs, tels que, on va dire, ce qu'on retrouve pour les marchandises, hein, c'est la même chose. Mais ici, attention que c'est relatif à l'information. Donc ne confondez pas, je veux dire, ce que je vais dire maintenant, l'efficacité du CTI dépend des facteurs tels que les matières premières. Hein. Attention que ce n'est pas des matières premières. Ici, j'expliquerai dans une autre vidéo ce que c'est que les matières premières. Hein. Ah, bon, ça a à voir avec les informations, ça n'a pas à voir avec les matières premières, je veux dire, solides ou palpables ou liquides. Voilà, c'est en termes d'information ici. Donc ici, pour mesurer l'efficacité, ben, elle se fera, je veux dire, aux dépens de la matière première, des encours, que j'ai expliqué dans une autre vidéo, parce qu'ici, il faut que j'abrège, des encours, donc des produits finis, des encours, ça je l'ai déjà dit, des produits finis, bien sûr, de tout ce que j'ai vu auparavant, c'est-à-dire tout ce qui était procédure et process, que j'expliquerai, hein, tout ça j'expliquerai dans une vidéo, voilà, dans une vidéo suivante.
et bien sûr, vous l'aurez compris de tout ce que j'ai eu précédemment, c'est-à-dire des responsabilités. Voilà. Voilà, je terminerai cette vidéo ici. Voilà, donc l'efficacité dépendra du système CTI, des matières premières. J'y reviendrai, hein. C'est ça que j'ai dit, je me répète une troisième fois parce que j'y reviendrai réellement, parce que ça a son point fort important. La mesure de l'efficacité se fera ou dépend grâce à cette fameuse matière première, des encours, des produits finis, des procédures et les process, bien sûr, process et procédures, et des responsabilités. Fatalement, là vous comprendrez que la responsabilité à avoir. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est responsable. Soit on l'est réellement, on ne l'est pas. Si on ne l'est pas, ben il ne faut pas prendre ce poste de responsabilité si on n'assume pas sa responsabilité dans un poste. Et donc, s'il y a une efficacité qui n'est pas du CTI qui n'est pas remplie, là on peut voir les responsabilités. Je veux dire, on peut, on va dire, entrevoir les différents responsables qui n'ont pas répondu, je veux dire, à leur travail, à leur rôle. Voilà, donc en fait, pour résumer, j'ai vu les fonctions d'un CTI, c'est-à-dire j'ai vu la direction avec tous ses rôles, secrétariat informatique, j'ai vu le département études, et dans le département études, on avait à l'intérieur le chef d'études, on avait l'analyste, le programmeur, le chef programmeur et les programmeurs. Et après, on avait le département recherche et développement, et on avait un dernier, comment est-ce qu'on appelle ça, département qui est celui-ci, l'exploitation. Voilà, on avait le département recherche et développement, exploitation, département études, département recherche, voilà, département, voilà, tous les départements. Donc je répète, département direction, secrétariat informatique, département études, département research and development et département exploitation, ça fait 5. Voilà. Et dans le département études, bon, je l'ai bien décortiqué dans une vidéo précédente, mais le département études, je l'ai encore bien décortiqué ici dans cette vidéo. Autant dire que le département études, bon, pour ce qui j'y ai passé comme temps, vous devez, je veux dire, quand même entrevoir en quoi est la consistance du département études dans un centre de traitement de l'information. Voilà, après avoir vu cette vidéo-là, vous devez être au courant de ce que le département études est capable de fournir comme responsabilité, comme genre de rôle, et comme genre de participation, comme genre d'accomplissement, comme genre de, on va dire, voilà, d'exécution, etc., etc. Enfin, je vais arrêter la vidéo ici. Je vous remercie beaucoup.